Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du MAG d'Onis TV. Comme chaque vendredi, nous invitons une personnalité du territoire pour parler de l'actualité politique, économique et sociale de l'Onis et plus généralement de la Charente-Maritime. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau pour 45 minutes de débat David Labiche, conseiller régional Les Républicains de Nouvelle-Aquitaine, soutien démonstratif de Valérie Pécresse et adjoint au maire de Châtelaillon-Plage. Pour échanger avec notre invité, deux journalistes m'accompagnent, Antoine Collin. Bonjour. Et Yannick Picard. Bonjour. Et puis enfin, à la réalisation, on retrouve Corentin Cousin. David Labiche, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Je vous en prie, c'est normal, parce que, en fait, si vous êtes là, principalement, c'est parce que vous êtes candidat à la députation sur la 2e circonscription de Charente-Maritime. Pour ceux qui ne le savent pas, la circonscription de Charente-Maritime va de Rochefort à Maran, passant par Surgères, Châtelaillon, Fouras, et j'en passe. Le territoire est relativement vaste et atypique, d'ailleurs. On mélange pas mal de choses. David Labiche, nous avons beaucoup de questions à vous poser, donc je vais vous demander d'être le plus concis possible, si c'est possible. Comptez sur Et moi. c'est à Yannick d'ouvrir le bal, et on va essayer de mieux vous connaître. Merci. Bonjour David Labiche. Bonjour. J'ai une première question qui me brûle les lèvres, en fait, c'est qui est réellement David Labiche ? Alors, si on fait un petit flashback, vous avez connu une première vie dans le monde du commerce des fleurs. Ensuite, vous avez occupé un poste à la mairie de Maran durant le mandat de Thierry Bellage, entre 2014 et 2020. Vous étiez agent de la municipalité. C'est d'ailleurs ce dernier poste qui est toujours indiqué sur votre profil LinkedIn. Et vous l'avez quitté lorsque Thierry Bellage a perdu les élections face à Jean-Marie Baudin. Ma première question concrète, si Thierry Bellage avait été réélu, occuperiez-vous toujours ce poste ? Alors, moi je suis un Charentais-Maritime, je suis né à Rochefort. Pour bien poser les choses, le territoire je le connais très bien, par cœur. Effectivement, il y a la terre, la mer, tous ces petits territoires. C'est 66 communes sur cette 2e circonscription. J'ai effectivement eu plusieurs vies, mais comme beaucoup d'entre nous, plusieurs métiers. J'ai fait mes armes avec mes parents, effectivement, sur Rochefort, en tant que fleuriste pendant plus de 20 ans. J'ai créé des magasins sur Salles-sur-Mer, sur Étré, sur La Rochelle, à Rochefort, où on a développé plusieurs magasins également. À un moment, j'ai fait une parenthèse de cette vie-là, je suis passé à autre chose. Je suis venu sur Maran à la demande de Thierry Bellage, effectivement. C'était donc en 2017. Et il souhaitait animer un peu plus ce centre-ville, animer les animations qui étaient faites pour développer des salons comme la gastronomie, avec les artistes peintres, des poètes. Donc toutes ces choses-là, de façon à animer un centre-ville d'une commune rurale qu'est Maran. Je ne suis pas parti au lendemain de la défaite de Thierry Bellage. Jean-Marie Baudin, qui a gagné l'élection des municipales en 2020, m'a demandé si je souhaitais rester. Et j'ai dit oui. Parce que il n'y avait pas de... On n'était pas dans le politiquement du travail. J'étais là, j'étais embauché par les Marandais. Je suis venu travailler pour les Marandais. Oui, parce que pour recadrer un petit peu, Jean-Marie Baudin est plutôt à gauche. Oui. Et vous êtes plutôt à droite. On l'a bien compris. Donc effectivement, il aurait pu se poser cette problématique de compatibilité d'humeur, en tout cas compatibilité politique. Et ça, c'était pas le cas, c'est ça ? Comme l'était, si je peux me permettre, comme l'était Thierry Bellage, membre des Républicains comme vous. Également, il était membre des Républicains. Cette connaissance donc des personnes a fait qu'il a appris que moi j'avais arrêté mes magasins. Dans l'animation, puisque j'étais vice-président d'un quartier à Châtelaillon depuis plus de 10 ans. Donc là, je sais mener les gens, je sais travailler avec eux, je suis au contact. Donc il y avait besoin d'un peu d'un animateur de centre-bourg. C'est ce qu'il a souhaité. Jean-Marie Baudin, je le connaissais puisqu'il était dans l'opposition à l'époque également. Moi, je travaillais pour les Marandais. Et je suis resté avec Jean-Marie Baudin 2 ans. Dans la période la plus compliquée pour les élus, je sais ce que c'est puisque je suis également élu à Châtelaillon, mais à Maran, je n'ai jamais eu à un moment l'idée de partir. Et Jean-Marie Baudin le savait. Il m'a toujours expliqué qu'il souhaitait me garder avec lui parce qu'il connaissait ma capacité de travail.
Pour synthétiser, pourquoi êtes-vous parti ? Je suis parti parce que j'ai fait de ma vie un engagement du service public. Un engagement que j'estimais par le biais des collectivités, mais comme élu. Parce que je trouvais qu'on avait plus de force en étant plutôt décisionnaire, en écoutant les gens, mais en étant... être élu, c'est servir les gens. Alors, vous me tendez la perche pour ma question suivante, si je peux me permettre. Vous êtes aujourd'hui conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine, maire adjoint de Châtelaillon-Plage, secrétaire départemental des Républicains 17 et membre du bureau politique Les Républicains. Oui. Sur votre carte de visite, qu'est-ce qu'il est inscrit comme profession ? Ça fait beaucoup pour un seul homme, non ? Non, ça ne fait pas beaucoup. Au contraire, c'est la capacité de pouvoir vraiment mener à bien ce qu'on a envie, parce qu'on écoute les gens et qu'on veut concrétiser les choses. Tout ce qui est engagement politique sur le plan des Républicains, à la fédération, au national, tout ça, c'est du bénévolat. C'est-à-dire que je donne. J'ai donné. Et j'ai donné à ma famille politique, et ma famille politique, aujourd'hui, me le rend. Et donc, sur votre carte de visite, qu'est-ce qui est marqué ? Aujourd'hui, sur ma carte de visite, il y a un conseiller régional, puisque donc j'ai été élu étant la tête de liste au mois de juin. Je suis adjoint au maire déjà depuis 3 mandats. Oui. Jean-Louis Léonard m'a pris dans sa liste en 2014. Je suis toujours fonctionnaire, puisqu'on est titulaire de sa profession en tant que agent territorial. Mais sans salaire. Sans salaire, puisque j'ai pris la décision en consultant et en toute collaboration avec Jean-Marie Baudin, je me suis mis en disponibilité. Ce n'était pas compatible à un moment d'expliquer que je travaille à Maran un jour sur 2 ou pas suffisamment. Quand je m'applique à fond. Donc est-ce qu'on peut dire que vous faites partie de ces politiques qui ne vivent que de leurs indemnités d'élus ? On pouvait le dire. Je pense qu'on pouvait l'expliquer comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce que vous en faites partie ? Aujourd'hui, je fais partie des gens qui font une parenthèse, ou des élus qui font une parenthèse de leur vie. Je parle de parenthèse. Je me suis engagé dans les régionales, et à un moment, si on veut se donner à fond, on a effectivement des indemnités. Mais ces indemnités, est-ce qu'elles couvrent suffisamment toutes les démarches, toutes les implications qu'on doit avoir ? On n'est pas des professionnels de la politique. On est des parenthèses, on est de passage. Donc si on est élu, mais il faut se donner à fond. Il faut aller sur le terrain, il faut écouter les gens. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc avec le maire de Maran, on s'est clairement mis d'accord. Ok, il n'y a pas de souci, tu te mets en disponibilité, le temps de ton mandat, et il me connaissait. De vos mandats maintenant. De mes mandats. Mais si on veut se donner à fond, on touche, comme vous dites, on touche une indemnité. Mais on le doit aux gens. On ne doit pas se servir et puis ne rien faire derrière. Donc il faut donner. Et on ne peut pas faire que des réunions le soir à 20h, comme on débauche. Les fonctionnaires travaillent la journée. Donc il faut donner du temps à ces fonctionnaires. Quand on a besoin de régler des problèmes, on ne va pas aller voir les gens chez eux après 20h. On ne va pas les embêter. Donc on va les voir dans la journée. Lorsqu'il y a des réunions et des visios aujourd'hui, parce que c'est la mode, des visios, vous savez, un élu, le temps qu'il passe derrière un écran aujourd'hui, il commence à 8h et il finit le soir à 21h. On n'en peut plus de division, on va dire. Non, mais il faut aller voir les gens. Donc moi, mon application, mon engagement, oui, aujourd'hui, je touche des indemnités comme n'importe quel élu, conseiller départemental, adjoint au maire, président d'agglomération, vice-président d'agglomération, qui soit député, on doit être sur le terrain. Est-ce que vous considérez comme un homme politique ? C'est un profil que j'apprends encore. Moi, j'ai toujours aimé un peu la politique. Je l'ai découvert avec Dominique Rabel à Rochefort en 2001, avec le résultat malheureux pour elle. Je me suis relancé dans le commerce, parce que j'ai créé des magasins. Et la rencontre avec un Jean-Louis Léonard en 2005 m'a fait prendre conscience que la politique, c'était pas mal si on voulait être décisionnaire pour aider les gens, plus que d'être derrière un bureau où on ne fait pas forcément grand-chose. Donc j'ai voulu m'impliquer. Donc j'ai aidé Sylvie Marcilly, Dominique Bussereau, Didier Quentin, Daniel Laurent, Corinne Imbert, Hervé Blanchet, Stéphane Villain, et pendant 18 ans. Mais j'ai jamais eu de mandat réel propre. J'ai été un bénévole.
comme beaucoup, parce qu'il faut avoir une équipe pour travailler. Un homme seul ou une femme seule n'est rien, il faut toujours une équipe derrière. Aujourd'hui, oui, je suis un peu plus impliqué, j'ai donc ces mandats, mais quand on s'engage, il faut se donner à fond, vraiment à fond. Alors, et je n'ai pas la possibilité de jongler peut-être avec des professions. Il y a des professions qui sont plus faciles que d'autres à adapter entre son mandat et sa profession. Donc pour que ça soit clair pour tout le monde, je fais cette parenthèse d'une vie, comme beaucoup le font, hein, on change de vie tout le temps. Ben, moi, je fais cette parenthèse de mes mandats. On verra par la suite si ça continuera avec donc la députation. Mais en attendant, conseiller régional, de la majorité ou de l'opposition, comme c'est mon cas aujourd'hui, il faut aller sur le terrain, il faut accompagner les gens. Justement, donc vous parlez d'équipe. Vous parlez d'une équipe. Sur la Charente-Maritime, il y a une équipe qui sont aujourd'hui des députés, mais aussi des gens qui ont envie d'aller donc à la députation. C'est le centre de notre rencontre. Je sais que sur la circonscription, sur la première circonscription, on a le sentiment que vous êtes un petit peu à la peine pour trouver un candidat, alors que toutes les circonscriptions sont actées, en tous les cas, dans l'équipe Les Républicains. Qu'est-ce qui se passe sur cette première circonscription ? Est-ce que c'est difficile de trouver un candidat à la hauteur pour affronter Olivier Falorni ? Il y a un contexte qu'on connaît depuis plus de 50 ans, hein, entre 40 et 50 ans sur La Rochelle. Donc on ne découvre pas ce qu'on voit aujourd'hui. Olivier Falorni est effectivement un très bon député. Hein, il a su marquer son territoire également. Il est apprécié. C'est un contexte particulier, on le connaît aussi bien sur les hommes, sur les réseaux, sur l'ensemble de ce territoire. À droite, on a eu des femmes et des hommes qui ont tenté de gagner. Dominique Morvan, Bruno Léal. Ils ont été très accompagnés par leur équipe, par les partis politiques. Aujourd'hui, le résultat peut-être aussi de la dernière municipale, hein, où ces confrontations entre des mêmes amis à l'époque sont aujourd'hui moins amis. Donc tout ça trouble un peu aussi le jeu. Donc là, pour l'instant, vous n'avez personne sur la première circon. On y travaille. On a un groupe de jeunes assemblés avec les plus anciens. Hier soir, ils avaient une belle réunion. Il y a des candidatures féminines qui sont très intéressées, qui veulent défendre des valeurs, qui étaient à l'époque avec Dominique Morvan, Bruno Léal, et qui aujourd'hui réfléchissent comment mettre sur pied une belle équipe solide. Alors justement, avant d'aborder ce groupe de jeunes dont vous parlez, on va parler d'une potentielle candidature qui a été annoncée cette semaine dans les médias, l'éventuelle candidature de la candidate écologiste Sandrine Rousseau. Sur la première circo de La Rochelle. Alors pour vous, c'est un parachutage, comme à une certaine époque avec Ségolène Royal. Enfin, ce serait, parce qu'il n'y a rien de confirmé pour le moment. Vous employez le mot parachutage. Moi, je n'allais pas le dire spécialement dans ce sens. Je pense que les Français, où qu'ils se trouvent, sont attachés quand même à leurs hommes politiques, à leurs personnes qui sont bénévoles, qui font de leur territoire. Voilà, ils sont attachés à ces gens-là. Je pense que la dernière qui est arrivée en a payé les frais. Peut-être que Mme Rousseau veut retenter une deuxième fois sa chance. Refaire l'histoire, voilà. Alors, je reviens à ce groupe de jeunes très impliqués chez les Républicains en Charente-Maritime, donc, que vous évoquiez tout à l'heure. Vous êtes un homme de réseaux sociaux, j'entends. Sur votre compte Twitter, vous communiquez souvent et on voit apparaître M. Amaury Calias Laporte. Quel est son rôle sur cette première circonscription ? Aujourd'hui, il est le délégué de la première circonscription. Charente-Maritime. La Fédération des Républicains est répartie en 5 circonscriptions et chaque circonscription a un comité de circonscription piloté par un délégué. Donc, sur La Rochelle, depuis plusieurs mois, Amaury faisait partie des jeunes très impliqués qui voulaient fédérer, en fait. C'est quelqu'un qui est arrivé en politique tout jeune, forcément, mais pas dans une volonté d'être quelqu'un, de vouloir... il voulait faire. Et il voulait fédérer et créer un groupe. Donc, tout de suite, ça se matchait parce que je me suis dit, lui... il ne veut pas une place, mais on va lui donner parce que, quelque part, on parle beaucoup de jeunesse, on le sait, c'est les enjeux
français aujourd'hui, parce qu'on se dit les jeunes ne vont pas voter. Bon, lui, il a envie de voter, de faire voter, donc de rassembler. Et ça, c'est un beau profil. Alors je reprends vos propos, vous dites on va lui donner une place. Alors est-ce qu'éventuellement ce ne serait pas le candidat sur la première circonscription pour les Républicains? Ou est-ce qu'il est trop jeune? Il est trop jeune. Ah Il est vraiment trop jeune. Et même s'il avait l'âge requis, il ne l'acceptait pas. Il aurait pu être le responsable des jeunes, ça s'est réparti. En fait, on ne donne pas des places, faut pas mal prendre mes propos. Ça se répartit parce qu'on a une structure. On a un président, un secrétaire départemental, on a des délégués de circo, on a des responsables jeunes, on a des responsables du numérique. Enfin, dans chaque secteur, on a des responsables. Et puis après, il y a d'autres petites mains comme nous, qui travaillons. Donc, chacun a pu se structurer assez rapidement pour lancer la machine. Très bien, on va quitter la première circo parce que ce n'est pas le Ouais, cœur de c'est l'émission. pas- On va véritablement rentrer dans le cœur de l'émission. C'est la deuxième circonscription. Yannick a une première question là-dessus. Alors, c'est un secret pour personne, vous l'avez annoncé depuis déjà pas mal de temps, vous êtes donc candidat. Si vous êtes élu, que feriez-vous de mieux que n'aurait pas fait Frédérique Tufnel, l'actuel élu de cette circonscription, et elle qui ne repart pas, elle l'a annoncé. Donc, oui, Très court. Très court. Je l'ai annoncé, pourquoi? Alors, je ne l'ai pas annoncé Non, tout c'est surtout seul, ce que vous feriez de mieux qui Voilà. nous intéresse en fait. Juste pour bien poser les choses. Pour mieux faire les choses, justement, il faut annoncer les choses rapidement. Il n'est pas question d'être l'opportuniste de la politique. C'est pas ça. Il faut être engagé, et c'est mon cas. Il a fallu annoncer très vite qu'on était prêts, tous en France, sur le territoire, derrière le candidat unique qu'on souhaitait, nous, pour la droite et le centre. On l'a, mais on est déjà engagé avant. On ne va pas attendre le premier tour de la présidentielle pour savoir si on doit se présenter pour défendre un territoire. Ça, c'était pour juste bien cadrer la chose et moi, comment je vois les choses. Donc, pour venir à la question, donc, qu'est-ce que je ferais de mieux? On n'est pas là pour faire mieux que les autres. Mais ce que je ferais, moi, c'est que le fait d'être aujourd'hui cette parenthèse politique de ma vie que je vais donner aux gens, que je vais servir. La Charente-Maritime m'a donné beaucoup. Les gens me donnent beaucoup. Donc, quand on est élu et quand on est député, il faut aller voir les gens. Dans mon cadre conseiller régional aujourd'hui, je continue ma petite campagne que j'ai faite depuis le mois de mars. Et je n'ai pas arrêté. Je continue effectivement d'aller voir un peu plus les gens que je n'ai pas pu aller voir, parce que sur les 463 communes, j'ai fait 224 maires, associations ou élus pendant ma campagne des régionales. Et aujourd'hui, je vais voir donc les maires de Jean-Pierre Servan, dernièrement, Paul Roland-Vincent, et je vais aller voir bien d'autres aussi. Tous me disent « Ah, c'est sympa de venir nous voir. On n'a jamais vu un conseiller régional. » Si je peux me permettre, Et on ne voit jamais notre député. à part aller prendre le café avec les maires, Sauf que je ne prends pas de café. des exemples concrets de ce que vous auriez envie de réaliser. D'accompagner les maires ruraux. D'accord. Énormément d'accompagner les maires ruraux. On me disait, tu vas voir, quand tu vas commencer ta campagne, il va falloir que tu les écoutes, les enjeux vont être sur la santé, sur la sécurité, sur l'immigration, sur les grands enjeux nationaux. Mais quand on va voir les maires, quand je vais à Sirédonis, quand je vais aller à Terré, quand je vais à Bourgneuf, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour nous ? Qu'est-ce que vous allez faire pour revitaliser le centre-ville? Qu'est-ce que vous allez faire pour notre local médical? Qu'est-ce que vous allez faire pour les écoles? Pour la chaudière qui est en panne? Est-ce que la région va un peu m'aider parce qu'on va mettre une chaudière à bois? Voilà, c'est ça le rôle d'un élu. Donc C'est vous d'aller... considérez quand même que Mme Tufnel n'est pas assez présente sur le terrain aujourd'hui. Ah, moi, je ne considère rien du tout. Je n'ai rien dit. J'écoute ce que les élus me disent. D'accord. Aujourd'hui, Mais- ils n'ont pas d'attache avec leurs députés. Donc là, vous êtes très conseiller régional quand vous allez voir les maires Ouais. comme ça. Là, moi, je voudrais recentrer un petit peu le débat sur votre engagement, en tous les cas, à la députation. Effectivement, Frédérique Tufnel ne repart pas. Pour l'instant, on n'a personne en face de vous, en tous les cas, déclaré sur la deuxième circonscription. On sait que Jean-Pierre Servan n'ira pas non plus. Il nous l'a annoncé la semaine dernière ici sur ce plateau. Mais
Mais il y a quand même un nom qui circule dans les couloirs, notamment François Venditozzi, un de vos proches politiquement, hein, je crois que je ne me trompe pas quand je dis ça. Est-ce que ça vous trouble? Est-ce que ça vous pose problème? Et est-ce que surtout ça vous poserait problème si vraiment il y allait? Pour l'instant, il n'est pas décidé. Lorsqu'il y a une élection, qu'elle soit locale, nationale, quelle qu'elle soit, il y a une campagne. Donc il faut bien qu'il y ait des candidats. On ne va pas partir tout seul, on ne va pas faire une élection à 100%. Ah, ça c'est déjà vu, hein. Après, vous êtes sûr de gagner. Ça peut se voir. Non, chacun est libre de se présenter. Moi, j'ai dit clairement les choses depuis bien longtemps parce que je suis un enfant du pays. Et j'ai tout vécu en Charente-Maritime, j'ai tout vécu à Rochefort, à Châtelaillon, à Maran, sur Vérines, où j'ai encore de la famille des agriculteurs sur place. Donc je connais très très bien mon territoire. Je me suis engagé depuis 18 ans à droite dans cette famille politique. Tous pourront aujourd'hui représenter, j'imagine, une famille politique. C'est très politique quand même. Ça ne vous gêne pas alors à la rigueur que François Venditozzi, s'il y va vraiment Non, après, non, ça sera pas François, il y a longtemps qu'on se connaît. Doublon, non, je ne sais pas comment. Je sais que vous allez poser des questions, comme vous avez fait à Jean-Pierre, pour savoir où se positionner, Jean-Pierre Servan, savoir où se positionner politiquement aujourd'hui. Vous poserez la question à François Venditozzi, savoir comment il se positionne également. Vous venez d'être à peine élu conseiller régional et vous voulez partir à la députation. C'est pas un peu rapide tout ça? Vous brûlez pas les étapes? Mais quelle étape? Je ne veux pas être président de la République, donc c'est pas une fin en soi non plus. Je ne veux pas être ministre non plus. Moi, j'adore mon territoire. Donc effectivement, il n'était pas prévu que je sois, alors déjà, tête de liste régionale. C'est pas écrit non plus, on ne le décide pas, c'est collégial. Il y a un travail qui se fait avec les élus de la majorité départementale, avec nos parlementaires. Et puis sur le plan national, à un moment, il y a une décision qui se fait. Donc c'est par rapport aux engagements. Sur la députation, on connaît tous la loi NOTRe, le non-cumul de mandats. Aujourd'hui, je suis un peu celui qui fédère, qui anime le plus politiquement sur notre territoire. Donc les choses se sont faites assez naturellement. Les échéances se suivent. On n'a pas demandé à ce que ça se fasse comme ça. C'est la Constitution. Voilà, il y a une décision qui a été faite collégiale, on me l'a proposé, j'ai accepté. Donc si on vous écoute, vous étiez le candidat logique du côté des Républicains. Du côté des Républicains, il y a eu... Et légitime. Légitime. Si vous écouterez, vous recevrez peut-être Sylvie Marcilly, Stéphane Villain, qui me soutient énormément. Il est maire de la commune aujourd'hui, vice-président du département. Et il est mon premier soutien, puisqu'il m'encourage au quotidien, de telle façon à ce que je prenne la mesure de cette échéance, de cet enjeu qui est énorme sur le plan national, mais pour notre territoire également. Antoine, une dernière question sur la circo. Oui. La deuxième circonscription, du coup, un territoire atypique, on l'a rappelé tout à l'heure, qui va de Rochefort à Maran, passant par Châtel, Fouras, Surgères. Alors, où allez-vous installer votre permanence si vous êtes l'heureux élu? Est-ce que vous allez faire comme Frédéric Tufnel à Rochefort, ou alors est-ce que vous allez la placer à Châtelaillon, ou peut-être ici à Maran? À Sera, alors on a une structure, aujourd'hui on a un siège départemental qui est historique, puisque déjà au temps du RPR, c'était à Rochefort. L'UMP l'avait à Rochefort, les Républicains l'ont à Rochefort, et on a une possibilité, la loi autorise d'utiliser, moyennant bien sûr remboursement d'une partie du loyer, je paierai en tant que candidat le loyer de la permanence à Rochefort. Pourquoi Rochefort? Parce que c'est un noyau, structurellement c'est plus simple pour recevoir les tracts, pour la logistique, tout simplement. Mais je ne pense pas que j'y serai beaucoup pendant la campagne, puisque moi, je m'engage à aller voir les 66 communes. Pendant votre mandat, si vous êtes élu? Et déjà, pour faire la campagne. D'accord. Je vais faire la campagne. Il nous faut vous m'avez posé la question de la permanence. Mais ça, ce n'est pas votre permanence pour le moment. Ça sera la permanence de campagne. Pas aujourd'hui. Ouais. Pour l'instant, c'est la permanence de des Républicains de Valérie Pécresse qu'on va faire gagner. Si vous êtes élu, votre permanence de député, vous l'installerez aussi à Rochefort ou vous resterez à Rochefort? Pas forcément. Ah.
Pas forcément, parce que moi je suis très, et vous l'avez vu, puisque vous me suivez aussi sur les réseaux sociaux, je suis très attaché au monde rural. Et la deuxième circonscription, ce n'est pas que le littoral, ce n'est pas que Rochefort. C'est certainement Marron, mais il y a Togon également, Saint-Cyr-du-Doré, Année, la plus petite commune de notre circonscription, Boué, Voué, Surgères, Saint-Marc, Marseille, j'en passe et des meilleurs, 66. Dans mon déplacement, le moment, si j'ai un tilt, avec des personnalités, ça peut le faire. Mais moi, ça me paraîtrait très bien d'aller à Année, par exemple, ou à Boué, et puis d'avoir une permanence en plein milieu rural, la campagne, où on entend les oiseaux, où il y a la rivière, et où il n'y a pas d'éoliennes. Donc concrètement, il n'y a pas de décision de prise pour le moment. Pour l'instant. Non, je ne suis pas élu. Déjà, je ne suis pas élu. On va faire déjà la campagne, et on va aller les voir d'abord, les gens. Donc il n'a échappé bien évidemment à personne qu'avant les législatives, il y avait les présidentielles et la candidature de Valérie Pécresse, donc votre candidate, la candidate de la droite républicaine. Antoine nous en parle tout de suite dans son billet d'humeur qui est plus un billet d'humour, vous allez voir, plus un billet d'humour, et puis on en discute juste après. Super. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une histoire d'amour. Alors c'est pas une histoire d'amour ordinaire, mais plutôt une histoire d'amour politique, avec un grand P comme Pécresse. Alors je trouve quand même ça un peu troublant, ce rapprochement entre vous et la candidate LR au présidentiel. On se demande même parfois si vous n'aurez pas un peu le béguin pour elle, monsieur Labiche. Déjà, votre fil Twitter est surchargé de tweets sur la candidate. J'ai compté à peu près 25 tweets rien qu'au mois de janvier. Vous allez me dire, oui, mais c'est pour sa candidature. Je vous crois, mais pas totalement. J'ai quand même l'impression qu'elle vous plaît, la Valoche, au point d'oublier votre propre campagne pour la députation dont le premier tour aura lieu dans seulement 4 mois et demi. Alors il faudrait peut-être redescendre un peu sur terre. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Vous pouvez nous le dire à nous, on le répétera à personne, promis. Alors peut-être ses propositions. Bon, ça on s'en doute un peu, vous êtes un républicain, ça fait 18 ans que vous êtes partisan de la droite, ce n'est pas rien. Alors son charme peut-être. C'est vrai que notre petite Valou est une femme de caractère, derrière son sourire en coin et sa crinière de feu. On a quand même affaire à une candidate plutôt charmante. Et on peut se le dire entre nous, elle a quand même beaucoup plus de charme qu'Éric Zemmour. Hein. Mais bon, il va vous falloir une bonne dose de courage pour faire chavirer le cœur de cette femme pleine de fougue, surtout qu'elle est mariée. Mais bon, enfin bref, passons. Vous avez vu mardi soir face à Bourdin? En tout cas, nous, on vous a bien vu, collé à votre poste de télévision, au sens propre comme au sens figuré, totalement absorbé par les propos de votre candidate. Vous ne pouvez pas le nier, on a la photo. Exact. Elle ne s'est pas démontée, la Valou. Hein. Elle connaît les hommes, elle connaît le combat des femmes, et elle ne recule devant rien. Valérie Pécresse, c'est une main de fer dans un gant de fer, mais avec ce petit atout charme qui la différencie bien de Margaret Thatcher quand même. Elle a dit elle-même d'ailleurs, je serai un tiers Thatcher, 2 tiers Merkel. Bon ok, dit comme ça fait un peu moins rêver. Mais bon, notre Valoche nationale a de l'expérience. Je vous rappelle qu'elle est entrée en politique avec Jacques Chirac, juste après la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Et on ne peut pas dire que Chirac était un grand timide, surtout avec les femmes. Bernadette, si tu m'écoutes, petite dédicace. Tout ça pour dire que Valérie Pécresse en a connu des hommes, notamment des hommes de pouvoir, et elle ne s'est jamais démontée. Au contraire, Pécresse est avant tout une femme avec un caractère bien trempé. Je comprends que ça vous intrigue au point que vous n'arrivez plus à penser à autre chose qu'à elle. Moi, ça m'arrive parfois aussi. Je pense plus à Margot Robbie ou encore à Pénélope Cruz. Chacun ses goûts. Après, monsieur Labiche, moi, je ne juge pas. En plus, elle est venue vous voir à Châtelaillon en novembre dernier. Elle vous a dit quoi, monsieur Labiche? C'était pour vous le petit « je suis une femme qui fait ». Elle a peut-être essayé de vous faire passer un petit message. Enfin bref, peu importe, comme le disaient les inconnus, cela ne nous regarde pas. En attendant, sa candidature serait un grand bol d'air pour la droite. Si elle est élue au mois d'avril, elle marquerait quand même le retour du grand parti de droite au pouvoir, après 10 ans dans l'opposition, et elle serait surtout la première femme à devenir présidente de notre pays. Alors, Je réponds. le béguin ou pas le béguin? Béguin politique, on entend bien évidemment. Le béguin politique Restons, d'une femme authentique. Donc, elle a du charme. Bah, écoutez, on va pas s'en plaindre, mais c'est tant mieux. Ça, c'est sûr. Et heureusement que ça ne s'arrête pas qu'à ça. Je pense que les femmes en politique ont toute leur place, qu'elles soient charmantes ou pas, dans la mesure où elles sont efficaces, qu'elles savent faire et qu'elles mettent les mains dans le cambouis. Et je pense que Valérie Pécresse, sur l'Île-de-France, elle a su démontrer qu'elle était capable de faire.
elle a repris donc, ce territoire à la gauche. C'était pas gagné. C'est quelqu'un qui a fait des grandes études, tout le monde le sait. Néanmoins, elle est attachée au territoire. En Charente-Maritime, elle est venue plusieurs fois. Royan, Châtelaillon, alors très souvent à Royan, mais bon, en même temps, on a un autre homme politique très charmant, Didier Quentin, qui sait aussi charmer aussi, les femmes, très certainement. Donc non, on n'est pas attiré en politique parce que ce sont des femmes ou pas, charmantes ou pas. On a besoin de femmes qui ont de la poigne, qui fédèrent, qui viennent sur les territoires. Le fait de venir à Châtelaillon, c'est peut-être pas un hasard non plus. C'est parce que derrière, il y a eu aussi des hommes qui ont bossé bien avant moi, que ce soit Jean-Louis Léonard, Stéphane Villain. Donc le fait d'accepter de venir sur nos territoires montre, et elle reviendra, montre son attachement aux élus. La preuve, elle est la seule à avoir nommé une équipe de France, d'avoir rassemblé les candidats du Congrès, et d'avoir nommé 100 personnalités élues ou de proximité avec son territoire. Et là, ça, c'est l'attachement des territoires. Ça, c'est très important. Oui, mais quand même, quand on voit votre fil Twitter, rien qu'au mois de janvier, par exemple, comme je vous l'ai dit, on voit vraiment que du Pécresse, quoi. Je suis étonné, vous en avez compté que 25. Je pensais que j'en avais fait plus. Je me suis arrêté là, environ 25, on va dire. Parce que par jour, comptez combien elle en met, elle. Oui, mais bon, elle, c'est pour sa candidature. Et nous, on a besoin de se servir des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est pas suffisant, mais bon, ça intéresse, puisque vous êtes venu compter le nombre de tweets de Valérie Pécresse que j'ai retweeté ou que j'ai communiqué. Non, aujourd'hui, il n'y aura pas que ça, puisque je vous l'ai dit, moi j'irai très rapidement sur le terrain pour rencontrer les gens. Mais on se servira bien sûr des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter. On fera des posts, on fera des vidéos, on fera des commentaires, on viendra vous revoir. Les réseaux sont importants. Et ça touche des populations qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller sur des réunions ou de rencontrer spontanément des élus ou des candidats. Et justement, est-ce que vous mettez sur les réseaux sociaux pour toucher plus les jeunes normalement? Parce que ça concerne quand même beaucoup plus les jeunes, les réseaux sociaux. Est-ce que c'est justement parce que vous parlez beaucoup de Pécresse, parce que les jeunes sont plus intéressés aux présidentielles qu'aux législatives? Même s'il n'y a pas un grand intérêt pour les présidentielles non plus de la part des jeunes. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai 3 enfants, 3 garçons qui ont 13 ans, 14 ans et 20 ans maintenant, dans quelques jours. Ils ne sont pas forcément branchés politiques, pas spécialement branchés sur n'importe quel réseau social non plus. Ils le choisissent. Ça peut être soit Instagram, soit Twitter, soit sur WhatsApp, parce qu'ils discutent énormément entre eux. Sur Facebook, mais c'est indispensable d'utiliser tous les réseaux sociaux. Et après, si on arrive à toucher effectivement des jeunes, c'est tant mieux. Ceux qui nous contactent, on peut échanger, mais pas que. L'effet Covid a eu son importance et il faudra s'en servir de ce qui s'est passé. C'est que lorsqu'on nous a interdit de sortir, certainement à juste raison, au moment où il fallait, énormément de personnes retraitées se sont inscrits sur Facebook, par exemple. Et ils attendaient quoi? Ils attendaient des informations autres que le 7 sur 7 sur la télé. Donc, ils ont su comme ça ce qui se passait dans leur ville, ce que faisait le maire. Stéphane Villain, par exemple, qui a pris sa voiture et qui prenait son panier et qui allait donner chez les gens les sacs pour qu'ils puissent manger. Tout ça, ça a fait partie de la communication qui a été faite sur Châtelaillon. Et ça a été retranscrit sur les réseaux sociaux. Et si on ne l'avait pas fait, personne n'aurait su ou personne n'aurait appelé le maire pour dire nous aussi, est-ce que vous pouvez faire les courses pour moi? Très bien, c'est une bonne transition parce que vous parlez de vidéo. Justement, on va passer tout de suite à la question surprise. Bien, bonjour David. Eh bien, écoute, je vais poser une question au conseiller régional que tu es depuis l'été dernier dans cette très grande région Nouvelle-Aquitaine.
L'éloignement avec Bordeaux, le cœur de cette région, pose assez souvent des problèmes. La proximité manque dans des sujets aussi importants que celui des transports mobilité, compétence de la région. Donc ma question est la suivante, si tu partages cette analyse, eh bien, comment remédier, comment travailler avec une plus grande proximité avec notre région? Donc effectivement, la problématique de discussion avec le centre nerveux de cette grande région Nouvelle-Aquitaine qui se trouve à Bordeaux et nos territoires qui se trouvent au nord de cette grande région, cette problématique de proximité posée par Jean-Pierre Servan. Comment y remédier? Il a entièrement raison. Ça a été le fil conducteur de nos propos depuis le début de cette émission. Ça a été mon cheval de bataille de la campagne. On a fait notre campagne des régionales sur du terrain, 10 000 km. Donc autant vous dire que plus on aura une voiture propre demain, mieux ça sera. Mais pour se déplacer sur toute la Charente-Maritime, il faut prendre sa voiture. Et je suis allé voir tout le monde, les associations, les entreprises, les commerces, les élus, conseillers municipaux, adjoints, maires, nos sénateurs. Je suis allé voir tout le monde. Il y a 15 jours, j'étais à la Ronde, voir Jean-Pierre Servan. Et on a discuté justement de cette problématique. La fusion qui s'est faite en 2015 avec les 3 anciennes régions a fait de notre Nouvelle-Aquitaine la plus grande de France, aussi grande que le Danemark. Un pays. C'était une erreur, ça, à votre avis, aujourd'hui, là, maintenant que la Nouvelle-Aquitaine existe? Ça pouvait... Alors, non. Enfin... On ne va pas refaire le débat, sauf qu'il y a des régions qui y arrivent. Valérie Pécresse y arrive, Xavier Bertrand y arrive, Laurent Wauquiez y arrive. Pourquoi nous, Alain Rousset, n'y arrive pas? Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire une campagne de proximité pour expliquer qu'il fallait recréer des antennes dans chaque département pour que justement on flèche un conseiller régional. On est 19 en Charente-Maritime. Aujourd'hui, si on demande qui sont les conseillers régionaux en Charente-Maritime, au bout de 6 mois, déjà, on ne sait plus. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, c'est une parenthèse de ma vie. Donc oui, ce n'est pas un métier. Mais on touche des indemnités. Pour faire quoi? Pour aller à une plénière pendant 2 jours à Bordeaux et puis valider ce qu'on a travaillé en commission? Il n'y a pas que ça. Il faut aller voir les gens. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. La proximité, elle passe par là. Il faut aller écouter les maires. Les maires, ce sont les portes d'entrée dans la commune. On va aller voir des commerçants, on va aller voir des chefs d'entreprise, on va aller voir des personnes qu'on doit aider. Et sur le transport que cite Jean-Pierre Servan, là, c'est un gros problème. Et là, Valérie Pécresse l'explique, on reverra la loi NOTE. Sylvie Marcilly essaie aussi de travailler dans ce sens, de telle façon à ce que les compétences de proximité, qu'elles soient du transport, qu'elles soient développement économique, reviennent au département, de telle façon à ce qu'on retrouve cette proximité avec les acteurs vraiment locaux. Juste un détail, David Labiche, vous venez de dire que vous aviez parcouru 10 000 km. Vous l'avez fait en véhicule électrique ou en véhicule thermique? Mais j'aurais voulu le faire en voiture électrique. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, on n'a pas encore assez développé ces voitures électriques. Et les bornes de recharge, peut-être? Il n'y en a pas assez non plus. Mais je sais que le département est à la manœuvre pour en mettre de plus en plus. Donc oui, la question s'était posée, honnêtement. J'ai voulu louer une voiture électrique pour faire donc la tournée de Charente-Maritime. Alors ça n'aurait pas été pour faire bien sur la photo, mais c'est parce que j'ai à cœur de dire on va faire 10 000 km avec un véhicule... C'est polluant, tout ce qu'on... Ouais, d'accord, sauf que on n'a pas suffisamment de transport en commun, on n'a pas suffisamment d'électricité. Les voitures, au bout de 270 km ou 300 km, c'est plié. Et quand on est de Maran et qu'on veut aller à Saint-Égulin, c'est 2h30, 3 heures de route et c'est 240 km. C'est plus problématique. Si vous voulez bien, David Labiche, on va se recentrer sur votre commune de prédilection qui est Châtelaillon-Plage. On va parler un petit peu de cette cité balnéaire de la côte atlantique qui est mondialement connue aujourd'hui. Et Yannick a une première question. Alors, David Labiche, on l'a expliqué depuis le début de cette émission, vous êtes devenu en 2020 adjoint à Châtelaillon, le 5e adjoint. Vous êtes en charge des espaces verts, de l'environnement, de la sécurité, des commerces, des foires et des marchés. Je serais tenté de dire tout ça. Tout ça, on est 8 adjoints au maire et Stéphane Villain a une équipe complète puisque c'est 29 conseillers municipaux. Donc on travaille vraiment
2 concerts et on travaille vraiment, vraiment, vraiment. Mais dans une commune, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a le social, il y a le scolaire, Mais est-ce pas beaucoup de l'urbanisme. délégations pour un seul homme? Non, parce qu'on travaille. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir 2 commissions, donc, et d'avoir des présidentes de commission, qui sont Céline Verlejeu et Julie Cazot, qui travaillent également pour la population, avec des enjeux environnementaux, sécuritaires, ou avec le développement attractif des commerces. Non, on travaille vraiment ensemble. Mais ce n'est pas mon premier mandat d'adjoint. Hein. Justement, nous allons y venir, vous me tendez la perche. Avant d'entrer sur ce plateau, vous nous disiez tout à l'heure, je discute souvent avec Jean-Louis, sous-entendu Jean-Louis Léonard. Jean-Louis Léonard, donc plusieurs mandats de maire, sans parler de ceux de député, d'élu départemental. Stéphane Villain lui a succédé en 2020. C'est un homme qui a beaucoup marqué Châtelaillon. C'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure avant de rentrer sur ce plateau. Après maintenant 2 ans de mandat, donc est-ce que vous, majorité municipale, vous avez les coups des franches, ou est-ce que Jean-Louis Léonard vous marque-t-il à la culotte? Ah non, Stéphane, ça a été très clair dès le départ. Il n'y a même plus de débat là-dessus. Stéphane Villain a su prendre à bras-le-corps sa fonction de maire à Châtelaillon. Il y avait une belle continuité des projets, de ce qu'avait fait Jean-Louis Léonard, ce qu'avait lancé Jean-Louis. Et Stéphane, aujourd'hui, part sur de nouveaux projets, avec le port qui est tout à développer, avec la mobilité, puisqu'on a des adjoints comme Morgane Moreau à Châtelaillon, qui est très sensible sur les mobilités, avec les liaisons douces et tout ce qui est vélo. Non, il y a une belle continuité. Après, heureusement qu'on va voir nos pairs pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie, si on ne fait pas d'erreur. Et puis c'est toujours bien de se refaire un petit peu cadrer si on déborde. Mais non, ça se passe super bien. Alors justement, vous parlez de projets, de beaucoup de projets sur Châtelaillon-Plage. Donc on a vu le passage et l'étape du Tour de France qui s'est arrêté à Châtelaillon, alors que La Rochelle n'a vu passer que les coureurs sur le Vieux-Port, ils ne sont pas arrêtés. À partir de l'année prochaine, ou de cette année, de 2022, le rallye d'automne va se délocaliser et viendra s'installer à Châtelaillon-Plage. Alors la grenouille... qui veut se faire plus grosse que le bœuf, ou alors c'est simplement Châtelaillon-Plage, the place to be? En gros, est-ce que vous n'avez pas envie de grignoter progressivement ce qui se passe sur La Rochelle? Châtelaillon a sa place. Non, grignoter La Rochelle, mais aucunement. La Rochelle a toute sa place. À La Rochelle de faire ce qu'il faut pour garder certainement ces grands événements. Si aujourd'hui, La Rochelle, les élus rochelais ne veulent plus ces événements-là, quelque part, tant mieux pour les autres. Ils sont les bienvenus à Châtelaillon. Ils sont les bienvenus à Châtelaillon. Et je pense que Stéphane Villain a cette capacité de fédérer, a cette capacité de faire également. Et puis, il a l'envie, il a cette compétence. Il travaille depuis 20 ans au département. Il travaille depuis 20 ans avec les associations. Il leur a énormément donné et les associations lui donnent énormément. Et à Châtelaillon, on a une équipe. Il y a une équipe d'élus, mais il y a une équipe de techniciens aussi. Et ça, Stéphane Villain a su faire travailler tout le monde. Donc quand il y a un événement qui arrive, quand il y a une opportunité, c'est très bien pour Châtelaillon. Bon, je vais rajouter un peu d'huile sur le feu, vous m'en excuserez. Mais quel prochain pied de nez la ville de Châtelaillon va-t-elle faire à Jean-François Fontaine et à sa Belle et Rebelle? En gros, qu'est-ce que vous allez prendre à La Rochelle? Vous avez quoi dans les cartons? Le festival du cinéma Non, Est-ce que vous avez des envies, en tous les cas, d'accueillir certains événements qui viennent de La Rochelle et faire en sorte qu'ils arrivent à Châtelaillon? Ce qui est triste, c'est de perdre le salon Atlantica sur La Rochelle. Ce qui est triste, c'est perdre le salon de la foire également. Donc je ne sais pas si ça viendra sur Châtelaillon. Après, il faut avoir la capacité aussi. On ne peut pas non plus user les équipes. Financièrement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, écoutez, je fais entièrement confiance à Stéphane Villain, notre maire à Châtelaillon, et qui nous consulte régulièrement et qui nous fait des propositions. Et s'il y a des belles idées encore à faire, on le suivra avec plaisir. Alors, très rapidement, tout à l'heure, vous nous avez dit éolienne, non merci. On vous a vu même
applaudir devant des grandes pancartes non aux éoliennes. Il y a pourtant un grand projet d'éoliennes en mer, au large des îles oléronaises, enfin des côtes oléronaises, pardon. On a bien compris, éoliennes terrestres, ça suffit, vous n'en voulez pas. Est-ce que les éoliennes, celles-ci, en tous les cas, ce projet-là a votre soutien ou là non plus, vous n'en voulez pas? C'est un grand débat. C'est un grand débat. C'est difficile de dire non aux énergies renouvelables. Néanmoins, les éoliennes, je vais essayer de faire le plus court possible. Hier soir, on avait encore une visio il y avait le débat public sur le parc éolien en mer. C'est RTE qui faisait la présentation des plusieurs scénarios de cette ferme, au large des côtes de la Cotinière. C'était une présentation, c'était même pas un débat. Non, c'est non pour le terrestre, c'est non pour le marin. Pourquoi ? Parce qu'on nous vend aujourd'hui du mégawatt. On nous explique qu'il faut du mégawatt, il faut de l'énergie propre. Mais est-ce que, à un moment, on va nous expliquer ce que c'est qu'une éolienne ? Est-ce qu'on sait que c'est de l'acier, des tonnes d'acier, des tonnes de ciment ? Est-ce que vous savez les matériaux, les terres rares qui sont utilisés dans les nacelles, ce qui fait tourner les palmes, c'est pas que le vent. Le vent fait tourner. Alors le vent, c'est intermittent. En plus, c'est une énergie intermittente. C'est-à-dire que demain, si on n'a que ça pour nous produire de l'électricité, on aura moins d'émissions télé, on aura moins d'iPhone, on aura moins d'électricité. Donc, il y a le néodyne et le dysprosium. Ce sont des matériaux les plus polluants au monde, qui sont produits en Chine, parce qu'aucun autre pays ne voulait extraire ces matériaux dans ces gisements qu'ils avaient. Donc la Chine s'en occupe. Donc ok, c'est les Chinois qui extraient les matériaux, qu'ils transforment dans l'alternateur. L'alternateur arrive en France, on sait comment ils arrivent, hein, c'est par avion, c'est par camion, des tonnes de béton. Ça s'installe, ça abîme, ça détruit les paysages en Charente-Maritime et ça n'apporte rien, mais rien. C'est une énergie intermittente. Donc c'est non pour vous, en tous les cas. Pour l'instant, c'est non, parce que moi je suis inquiet pour l'avenir. Dans 15 ans, on va en faire quoi ? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on va faire de ces éoliennes qui seront obsolètes, qui seront rouillées, qui seront complètement foutues ? Il va falloir les coucher. Regardez bien les images de ce qui se passe en Allemagne. Au bout de 15 ans, on vous explique qu'on est en train de les recycler. Ah ouais, ils sont en train de les découper. Très bien. On se dit, tiens, ils vont peut-être leur travailler. C'est impossible. Déjà, les terres rares, le néodyne et le dysprosium, il est impossible de le recycler. Les tronçons sont enterrés dans la terre. Et on nous explique que c'est que du mégawatt, c'est super bien, c'est super propre. Je suis très inquiet. Donc pour vous, c'est contre-productif, l'éolienne ? C'est contre-productif si on n'est pas capable derrière de dire qu'est-ce qu'on veut le plus propre possible. Il nous faut de l'électricité, mais on veut qu'elle soit propre. Donc allons-y plutôt sur le nucléaire, et là, je vous dis, là, on aurait beaucoup moins de problèmes. On va passer tout de suite à la question sur la mobilité en Charente-Maritime par Antoine. Oui, autre sujet, pas des moindres, la problématique de la mobilité en Charente-Maritime et dans la deuxième circonscription est importante. Un territoire majoritairement rural avec un manque cruel de transport en commun, notamment de lignes, qu'elles soient routières ou ferroviaires. On pense ici à Maran et à sa gare qui n'attend plus qu'une chose, c'est voir passer le TER. Alors que faut-il pour améliorer la situation ? Et est-ce que vous pouvez vous faire à votre niveau ? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau, en tant que conseiller régional ? Aujourd'hui, je vais faire entendre ma voix et la voix des élus de Maran, de la communauté de communes, sur le sujet. Je sais qu'ils travaillent déjà depuis de nombreuses années dessus, trop longtemps d'ailleurs. Il y a néanmoins une étude qui est lancée depuis plusieurs mois et qui va se finir. Donc c'est en concert, c'est une étude qui est faite de concert entre la Nouvelle-Aquitaine
et le Pays de Loire, de telle façon à avoir des haltes sur la ligne La Rochelle, La Roche-sur-Yon. Donc ça s'arrête par Dompierre, ça peut s'arrêter à Andilly, à Maran, à Velluire, enfin il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs haltes. Donc l'étude aujourd'hui, ça c'est un peu le sport des collectivités, hein, c'est de faire un maximum d'études pour voir s'il y a une compatibilité, une faisabilité, un rendement aussi, enfin voilà. Attendons cette étude donc, du coup, qui est lancée et qu'on aura en avril. Et en avril, vous réinterrogerez tous les acteurs. Et moi, de mon côté, je suis pas. On veut quelque chose de propre. On parlait des transports propres, des énergies propres. Le train en fait partie. Et vous qui avez été à la mairie, ce problème du train qui passe pas par Maran, vous le connaissez depuis déjà un moment. Pourquoi rien n'a été fait depuis ? Ça fait effectivement Il 5... suffit juste que le train s'arrête à Maran. En plus, vous avez déjà des lignes directes. Exactement. J'aurais pu faire pendant 5 ans, vous voyez, Châtelaillon, La Rochelle, Maran, en voiture, matin et soir. Ça me va bien. Sauf qu'il a fallu que je prenne ma voiture, que je fasse 90 km par jour avec une voiture diesel, qui sont les plus propres possibles aujourd'hui, mais qui pourraient l'être encore un peu plus. Et je passais donc 1h30 en voiture. Donc j'aurais préféré, oui, prendre le train s'il y avait beaucoup plus de cadencement. Et vous le voyez, vous vivez ici. Hein, le matin, c'est noir de monde, il y a la queue pour entrer. Et le soir, à l'inverse, c'est encore noir de monde. C'est une grosse problématique, la mobilité, effectivement. On va passer sans transition au pour ou contre. Je rappelle le principe qui est très simple, hein, du pour ou contre. On vous pose une question, vous n'avez le droit, entre guillemets, que de répondre par pour ou contre, mais vous avez quand même le droit aussi, en une phrase, 20 secondes, grand maxi, hein, David Labiche, de développer votre réponse. Antoine, c'est à vous. Oui, première question. Pour ou contre le développement des très grandes exploitations agricoles ? Là, on entend par là les très grands élevages. Hein. On a vu à plus de 1000 têtes, on a vu ça dernièrement encore, on en parlait dernièrement. Dans la mesure où tout doit être contrôlé, où tout doit être respecté, oui. Aujourd'hui, on doit nourrir une population. On prend ces épiphénomènes alors qu'on ne prend pas en compte l'augmentation de la démographie aujourd'hui. Il y a de plus en plus de monde. Il faut bien les nourrir à un moment donné. Donc vous êtes pour ? Je suis pour. Pour ou contre le port du masque en extérieur ? Grand débat aussi. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un médecin. Écoutez, il y a des règles qui sont faites, il faut les respecter. Moi, je suis un élu responsable et je suis pour dans la mesure où tout le monde doit se protéger aujourd'hui. Ok, vous n'êtes pas médecin, mais pour ou contre le déremboursement des soins pour les non-vaccinés ? Ça aussi, ça a été évoqué par plusieurs personnes, et notamment des personnes d'extrême droite, notamment. Non, je pense qu'il ne faut pas cliver. On doit accompagner les gens. Voilà. Et on doit soigner les gens. On ne peut jamais laisser qui que ce soit sur le bas-côté. Il faut comprendre les positions des uns et des autres. Aujourd'hui, on doit accompagner toutes les personnes. Je suis plutôt pour, mais toujours pareil, à contrôler et attention aux abus. Pour ou contre le placement des enfants handicapés dans des centres spécialisés plutôt qu'à l'école ? Il faut faire les deux. J'ai moi-même un neveu qui a 6 ans, qui est autiste, dont mes parents s'occupent, et puis mon frère aussi, bien sûr. C'est pas facile. C'est important. On ne peut pas les mettre de côté, ça aussi, parce que c'est jeune, c'est moins jeune, ou un jour ils deviennent adultes aussi. Et donc, il faut absolument les accompagner. Pour ou contre le développement des mini-centrales nucléaires évoquées par Emmanuel Macron ? Alors, qu'il l'évoque aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Donc, je suis pour les centrales nucléaires, pour sécuriser ce qu'on a aujourd'hui, pour arrêter qu'ils tombent en panne. Donc, il faut mettre les moyens pour qu'elles soient bien sécurisées, le plus propre possible, qu'on ne fasse prendre aucun risque à personne. On a besoin d'électricité. Et moi, je suis pour ce que propose surtout Valérie Pécresse, qui en est 10 de plus rapidement. Pour ou contre la baisse des taxes sur les carburants ? C'est un petit peu... Ah oui. Non, mais c'est pas la baisse des taxes, c'est la baisse des surtaxes, en fait. Parce que qu'il y ait une taxe, à un moment donné, on va pas dire non. Il y a un fonctionnement derrière. Mais de taxer une taxe, là, on est champion du monde.
C'est vrai que c'est un sport français. Pour ou contre le renforcement de la liberté de la presse et des journalistes? On sait que la presse et les journalistes ont été un petit peu malmenés quand même avec le gouvernement, ce gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, moi je suis pour que la presse soit... C'est comme les artistes, c'est comme, voilà, faut libérer, faut un peu de liberté, quoi. Hein. Merci. Et il faut écouter l'humour, surtout. Merci. David Labiche, pour ou contre la position anti-IVG de la nouvelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola? Ouais, alors honnêtement, là je suis navré, j'ai pas trop suivi son... J'aurais dû, mais là... Je me permets, Jean-Pierre Servan a utilisé un joker la dernière fois. Ouais, il l'a suivi. Vous avez le droit. Bon, alors, comme c'est tout propre, et là, j'étais comme tout le monde en visio, je l'ai entendu, mais j'ai pas pris spécialement position ou écouté vraiment les tenants en aboutissants. Elle a été touchée par le sujet personnellement, donc du coup, c'est un combat qu'elle mène et c'est son plus grand combat, Non. le combat de sa vie en fait. Ouais, mais voilà, c'est une question de personnalité et de vécu, donc moi je suis plutôt dans l'intérêt général et non, il faut toujours accompagner les femmes aussi là-dessus. On change de sujet. Pour ou contre l'armement des polices municipales? Oui, mais suivant les cas de figure, suivant la commune, suivant le besoin. Là, c'est pareil, ça doit être très cadré. À Châtillon, il y a un armement, mais attention, ce n'est pas un armement factuel avec un pistolet ou même un taser. Non, ils ont un bâton, ils ont une bombe lacrymogène. À un moment, ils ont un uniforme. Hein. Ils sont là pour faire respecter l'ordre public un petit peu sur la voie publique. Mais est-ce que Donc vous êtes pour? Je suis pour, mais à adapter vraiment en fonction de la population, hein, et en fonction des besoins de l'élu qui quand même connaît sa commune. Vous avez beaucoup parlé de ruralité durant cette émission, les petites communes, vous avez cité Année notamment. Alors, pour ou contre la vidéoprotection dans les petites communes rurales? Pour. Merci. Pour, j'en ai l'expérience. Grâce à Jean-Louis Léonard et à Stéphane Villain, ils m'ont donné les moyens de porter ces dossiers. Nous l'avons à Châtillon. On sait que ça fonctionne. On sait que ça convient à la gendarmerie. C'est un outil supplémentaire. On sait aujourd'hui, on vit dans une société d'irrespect, manque d'autorité, manque d'ordre. On le sait, on le voit. Il suffit d'aller écouter, comme je suis en train de faire, les maires des petites communes. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent mon église est dégradée. Mon mur derrière la mairie est dégradé. Et les écoles sont taguées. À un moment, il faut bien faire un petit peu de répression. Hein. Donc, il faut surveiller. On ne peut pas mettre un gendarme ou un policier municipal ou un policier national derrière chaque école, derrière chaque église. Donc, un peu de caméra, aidé par l'État, et de plus en plus, c'est très bien. Alors, dernier sujet de cette émission. Si vous êtes élu député de la 2e circonscription, vous serez amené à faire les lois de ce pays. Et justement, on fait un petit tour du côté de la justice avec Yannick. Alors, dans 3 semaines, Laurent Zukovitch, le procureur de la République de La Rochelle, vous succédera à cette place. Madame Sylvie Berbach a accepté hier aussi de venir s'exprimer dans cette émission un petit peu plus tard. Des membres de votre famille politique, Nicolas Sarkozy, vous affichez régulièrement en photo avec lui toujours sur les réseaux sociaux, François Fillon, les époux Balkany ont été condamnés à de lourdes peines par la justice française. Dernièrement, Claude Guéant a été écroué à la santé à Paris. Alors pour vous, de l'acharnement, des règlements de compte ou bien simplement la justice qui est passée et qui a fait son travail? On stigmatise certains hommes politiques. Moi, je vois les 400 000 élus en France, sur 60, presque 10 millions de personnes qu'il y a, et je vois le boulot qu'ils font formidable. Là, bien sûr, je suis de ma famille de la droite, mais on peut regarder ce qui se passe aussi à gauche. Il y a de temps en temps, de mon point de vue, oui, effectivement, de l'acharnement. C'est très clair. Je pense que les débats qui se font à la télé, les émissions entre avocats, entre juristes, entre hommes politiques sur ces sujets-là, montrent qu'il y a, oui, effectivement, un acharnement. Après, la justice, qu'elle fasse son travail, heureusement qu'elle fait son travail. Quand on parle de justice et d'égalité, justement, est-ce qu'on peut vraiment parler d'acharnement? Surtout quand on parle des hommes politiques qui sont quand même censés nous représenter et être des modèles pour la France. Et pour les Français, surtout. Est-ce que vous pouvez me citer la condamnation exacte de Nicolas Sarkozy, la condamnation exacte de François Fillon? À un moment, je pense que les enjeux nationaux, c'est pas de les excuser. S'il y a réellement faute, on paie.
c'est sûr. Aujourd'hui, nous, sur le terrain, on est là pour aider les gens. Eux, ils sont là pour aider un pays. On ne peut pas les stigmatiser non plus. Ils ne sont pas hors la loi pour le plaisir ou pour enrichissement plus que personnel. Petit bémol quand même, mais la justice doit faire son travail. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, les candidats qui arrivent souhaitent justement donner encore plus de moyens à la justice. Donc ce n'est pas un acharnement non plus politique à droite de dire attention, vous êtes en train de taper sur nos copains, donc on ne va plus vous donner les moyens. Non, au contraire, il faut leur donner plus de moyens. Mais après, il y a peut-être un juste milieu à trouver quand même. Pour conclure sur ce sujet, je tiens juste à rappeler que des élus locaux, notamment en Charente-Maritime, passent régulièrement en correctionnel. Vous me le prenez. On arrive au terme de cette émission, on va passer à un autre sujet. On va vous donner la parole, David Labiche. Vous avez maintenant carte blanche sur un sujet que vous avez choisi en amont. On va pas mentir aux téléspectateurs. On en a parlé avant, bien évidemment, comme chaque personne qui va venir sur ce plateau. On vous donne 60 secondes, allez, 2 minutes grand maximum sur un sujet de votre choix. C'est à vous. On en a parlé, donc je reprendrai certains de mes propos. C'est sur l'autorité, l'ordre, la sécurité. C'est aujourd'hui, on manque de... On est à l'abri de rien. Les élus aujourd'hui donnent de leur temps. Et quand je vois, on l'a vu à la télé il y a encore 8 jours, un député qui se fait envoyer de la terre chez lui à son domicile. Quand je vois des députés En Marche qui se font saccager leur permanence. Quand j'ai vu des maires se faire tuer. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. Un maire, il se fait tuer. Vous savez combien touche un maire en moyenne en France? Une indemnité. Une indemnité. Hein, il est du lundi au dimanche sur le terrain. J'entendais encore tout à l'heure un maire d'une commune de 800 habitants qui va ouvrir sa cantine pour pouvoir donner à manger aux enfants. Il va toucher peut-être une indemnité de 400 € ou 600 €, allez, peut-être 800 € par mois. Et il se fait tuer. Les élus se font tuer. Donc pour ça, il faut apaiser la France. Il ne faut plus cliver. Il faut vraiment donner les moyens aujourd'hui à une gendarmerie, une police nationale, une police municipale qui doit accompagner ces forces de l'ordre avec les moyens que veut bien se donner les communes, sous l'autorité du maire, travaillant avec les DGS, avec les agents territoriaux, parce qu'il est important que ça se fasse dans les règles. On doit donner ces moyens-là. Il faut développer, améliorer la sécurité sur tous les territoires. On parlait de la vidéoprotection sur les communes rurales. Mais là encore, l'État se doit d'accompagner les maires. Parce qu'il y a trop d'incivilité. Pourquoi il y a trop d'incivilité? Parce qu'on laisse faire. La justice, on parlait de la justice. Donnons les moyens à la justice, humains, financiers, de rapidité d'exécution, de telle façon à un moment, il faut être gentil. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il faut. Mais à un moment... il faut sanctionner. Il faut un peu sanctionner. Très bien. On a peur. Mais ne donnons pas ces excuses-là à des extrêmes qui me font peur. Eux, ils me font peur. Donc, donnons-nous les moyens, nous, un peu modérés, de telle façon à sécuriser et apaiser nos Français. Donc on l'aura compris, sécurité et plus de moyens pour la justice et pour la police, ou pour les polices en tous les cas. Merci David Labiche, merci pour ce moment d'échange. Merci on vous connaît un petit peu mieux maintenant. On a fait un petit peu le tour du territoire et de vous. Nous, on se retrouve, si vous le voulez bien, vendredi 28 janvier à la même heure. Mon invité sera Jean-Marie Baudin, maire de Maran, mais aussi vice-président de la communauté de communes au Nice Atlantique, ancien du Parti Socialiste, et là on aura beaucoup de questions à lui poser, vu l'état du Parti Socialiste aujourd'hui. Il était leader syndical du département de Charente-Maritime, là aussi on aura beaucoup de questions à lui poser. Merci à vous et à vendredi prochain.